Poursuivons avec cette deuxième partie sur le métamorphisme. Donc, on a déjà vu dans la première partie les minéraux les plus courants du métamorphisme. On a vu que ces minéraux étaient les minéraux des roches magmatiques plus les carbonates. On a vu quelques classifications et on va aborder maintenant la genèse des roches métamorphiques. Commençons par les facteurs du métamorphisme. Ils sont trois. C'est la pression, la température et la composition des fluides présents dans la porosité des roches. L'augmentation de pression peut résulter de deux faits, soit des forces exercées verticalement par le poids des roches, c'est ce qu'on appelle la pression lithostatique, elle est égale à 0,1 gigapascal pour 4 km de roche. Donc c'est ce qui se passe quand les roches sont progressivement enfouies dans la croûte terrestre. Et deuxièmement, de forces horizontales qui sont liées au mouvement de l'écorce terrestre, par exemple, lors d'une collision continentale, et on parle de pression tectonique. L'augmentation de température correspond également à deux faits. Le premier, c'est l'enfouissement. La température croît avec la profondeur, c'est ce qu'on appelle le gradient géothermique. Et deuxième possibilité, l'augmentation de température peut résulter de la présence d'une injection de magma. Sachant que la température du basalte est supérieure à 1000 degrés, cette injection de magma provoque une cuisson autour du corps magmatique. Les fluides présents à l'interface des minéraux facilitent la diffusion des éléments et donc facilitent les réactions chimiques du métamorphisme. Les constituants les plus importants de ces fluides, c'est l'eau tout simplement et le CO2. L'eau provient de l'eau marine piégée dans le sédiment, éventuellement modifiée par la diagenèse et le métamorphisme. Elle provient également de réactions de déshydratation. Par exemple, le gypse, CaSO4 2H2O, se transforme en anhydrite, CaSO4, avec une augmentation de température. Il y a aussi les réactions de décarbonatation, c'est-à-dire la cuisson du calcaire qui libère du CO2. Quels sont les types de métamorphisme? Alors il y en a plusieurs, on va se concentrer sur les trois premiers. Il y a le métamorphisme régional, le métamorphisme de contact, le métamorphisme d'impact, le dynamométamorphisme, le métamorphisme d'enfouissement, l'autométamorphisme et le rétrométamorphisme. Commençons par le métamorphisme régional. C'est probablement le plus important parce qu'il concerne de vastes zones de la croûte terrestre puisqu'il est lié aux zones orogéniques, c'est-à-dire aux zones de collision continentale où apparaissent des chaînes de montagnes. Il est donc lié à une augmentation à la fois de la pression et de la température, à des phénomènes de recristallisation et d'apparition à grande échelle de nouveaux minéraux et de formation de schistosité. Alors, dans ce métamorphisme régional, on distingue trois zones, l'épizone, la mésozone et la catazone, l'épizone étant la plus superficielle, donc connaissant les conditions de pression et température les plus basses, et la catazone étant la zone la plus profonde, avec les conditions de pression et température les plus élevées. Alors, plus formellement, l'épizone correspond à des températures inférieures à 300 degrés centigrades. Alors, ce sont des températures basses pour le métamorphisme, mais néanmoins beaucoup plus élevées que les températures impliquées dans la diagenèse. La pression lithostatique, c'est-à-dire la pression des roches qui surmontent notre roche métamorphique, est relativement faible. La pression tectonique est variable en fonction du contexte tectonique. Et les minéraux néoformés sont surtout des silicates hydratés
et des carbonates. Par exemple, la chlorite, la calcite, etc. Les roches typiques, ce sont les schistes verts. Alors voilà un bel exemple. C'est à Herbemont, c'est du Dévonien inférieur, la formation de la roche. On voit les plans les plus visibles dans la carrière, c'est la stratification, S0, et pratiquement perpendiculairement, on a un fin feuilletage, la schistosité, donc S1. Deuxième zone, la mésozone, avec cette fois des températures plus grandes que 300 degrés centigrades. La pression lithostatique reste encore relativement faible. La pression tectonique est variable et les minéraux néoformés, ce sont des micas, des grenats, avec comme roche typique les micaschistes. C'est ce qu'on voit sur la photo. Il s'agit d'un micaschiste avec des petits grenats qui font quelques millimètres. Enfin, la catazone, la zone la plus profonde du métamorphisme régional, la température et la pression lithostatique sont élevées et la pression tectonique faible, mais faible par rapport à l'intensité de la pression lithostatique. Les minéraux néoformés, ce sont des micas, des feldspaths, des pyroxènes, des amphiboles, c'est-à-dire des minéraux déjà typiques des roches magmatiques. La roche typique, c'est le gneiss, et ce que vous voyez sur la photo, il s'agit d'un galet de gneiss avec des grandes plages blanches qu'on appelle œils, qui sont des feldspaths, et des minéraux gris et noirs qui sont respectivement du quartz et des micas. Un bel exemple ici, parce que l'affleurement a été découpé pour la route l'Atlantersvegen en Norvège, où on voit du gneiss avec un plissement assez remarquable, et perpendiculairement à la schistosité, on a de grandes veines de quartz en rose. Alors, Escola a montré que certaines roches métamorphiques peuvent résulter de la transformation de roches primaires différentes. Par exemple, une amphibolite, c'est-à-dire une roche métamorphique qui contient plus de 75% d'amphiboles, peut provenir du métamorphisme d'un basalte ou d'un calcaire argileux, qui sont donc deux roches très différentes. Et donc Escola a proposé une série de minéraux indices dont l'assemblage est en équilibre dans un domaine bien déterminé de pression et de température, quelle que soit l'origine de la roche. Et ces assemblages servent à déterminer ce qu'il appelle les faciès métamorphiques. Voilà le tableau proposé par Escola. Donc on a en ordonnée à gauche la pression en gigapascal, à droite l'équivalent en profondeur en kilomètres dans la croûte terrestre, et en abscisse la température en degrés centigrades. Alors les différentes plages de couleurs correspondent justement aux faciès métamorphiques, c'est-à-dire des assemblages de minéraux en équilibre pour ces conditions de pression et de température. La ligne rouge en tiret, c'est le gradient géothermique moyen. Vous voyez qu'on a pris une valeur de 30 degrés centigrades par kilomètre, et c'est donc la trajectoire que suit une roche lors de son enfouissement dans l'écorce terrestre. Alors on va accompagner cet enfouissement, je simplifie légèrement le tableau, et le premier faciès métamorphique qui va être acquis lors de l'enfouissement d'une roche dans une zone de métamorphisme régional, c'est le faciès schiste vert avec de la chlorite. Puis, avec une augmentation de l'enfouissement, on passe au faciès amphibolite avec des amphiboles, et enfin au faciès granulite avec des pyroxènes. Alors cette succession n'est pas sans rappeler, mais dans l'autre sens, les suites magmatiques de Bowen, où on obtenait
une série d'assemblages de minéraux lors du refroidissement d'une roche magmatique. Alors, en dehors de cette trajectoire classique d'enfouissement, on a trois autres plages. En bas, c'est ce qu'on appelle les cornéennes. Ce sont des roches métamorphiques liées à un métamorphisme de contact, c'est-à-dire à la présence d'un massif magmatique. Donc là, c'est uniquement une augmentation de température sans augmentation de pression. Et en haut, à l'inverse, ce sont des roches où l'augmentation de pression est plus importante que l'augmentation de température. On a les éclogites et les schistes bleus. Les schistes bleus sont des roches métamorphiques de haute pression et relativement basse température qui apparaissent dans les zones de subduction où un morceau de la croûte océanique va être soumise à des pressions importantes lors de son passage sous la croûte continentale. Dans ces schistes bleus, on trouve notamment du glaucophane et de la jadéite, qui sont des minéraux qui contiennent du sodium, le sodium venant de l'eau piégée dans cette croûte océanique. Les éclogites représentent des faciès de pression encore plus importante quand la croûte pénètre dans le manteau supérieur. Alors, les schistes bleus sont des roches relativement rares puisqu'elles correspondent à d'anciennes zones de subduction. Un bel exemple, c'est l'île de Groix au large de la Bretagne, qui est une réserve géologique. Ça signifie qu'on ne peut pas prélever d'échantillons. Voilà à quoi ressemblent les schistes bleus. Là, ils sont altérés, mais si on s'approche, on voit la couleur bleue liée au glaucophane et en même temps, vous voyez de multiples petits grenats de couleur orangée. Alors, depuis Escola, la pétrologie métamorphique a évolué et actuellement, grâce à la pétrologie expérimentale, on peut préciser les conditions de pression, de température et de chimisme des réactions du métamorphisme. Qu'est-ce que la pétrologie expérimentale? Ce sont des expériences de laboratoire où on soumet un assemblage de minéraux à des pressions et températures du métamorphisme. Et donc ces expériences ont permis de mettre en évidence des isogrades réactionnels, des transformations minéralogiques pour différents types de roches, et on peut utiliser ces isogrades réactionnels comme géothermomètre et géobaromètre. Donc le tableau, à nouveau avec en ordonnée la pression d'enfouissement et en abscisse la température, vous montre une série de courbes de couleurs différentes. Chaque courbe correspond à un type de roche. UM, c'est les roches ultramafiques, M, les roches mafiques, et P, les roches pellitiques. Et de chaque côté de ces courbes, vous avez un assemblage minéral stable. Par exemple, si je prends la courbe UM, d'un côté, j'ai un assemblage stable de serpentine et quartz, et si je passe cet isograde réactionnel, je vais obtenir du talc. Autre exemple pour une courbe P cette fois-ci, donc qui correspond aux roches pellitiques. D'un côté, j'ai la muscovite et le quartz qui est stable, et pour une augmentation de température, je vais passer un assemblage de feldspath potassique et de silicate d'aluminium. Donc ces courbes, une fois qu'on a identifié un assemblage stable, permettent de déterminer des conditions de pression et de température du métamorphisme.